Vous cherchez un outil simple et pratique pour arriver à vivre pleinement vos émotions, prendre soin de votre santé mentale et booster votre créativité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La Voix des mots. La Voix des mots est un podcast et aussi une newsletter dans lesquelles je vous partage le résultat de mes recherches pour atteindre ces objectifs à travers mes lectures, mes livres, mes réflexions et des ateliers d'écriture thérapeutique et créatifs. Parce que cela peut être fun de prendre soin de soi. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatifs et émotionnels. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car je vous partagerai aussi ma vie d'autrice. Bienvenue! Hello, j'espère que vous allez bien et que le mois d'avril s'est bien passé pour vous. De mon côté, ça a été plutôt... je trouve pas le mot, riche, on va dire ça comme ça, et un peu mouvementé. Je tiens un carnet de journal de bord d'écriture depuis combien de temps déjà? Depuis janvier, dans lequel j'enregistre les événements marquants de cette année dédiée à l'écriture. Et depuis mi-mars, j'y ajoute aussi des petites séances d'écriture dédiées à l'intuition, pour essayer de la stimuler, parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et en discutant avec une femme que je suis sur les réseaux, en lui demandant des conseils à ce sujet, elle m'a donné quelques exercices que je m'applique à faire aussi régulièrement que possible pour aller stimuler mon intuition. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça me permet, typiquement quand je fais des épisodes un peu bilan comme ça de ce qui s'est passé au cours du mois écoulé, d'avoir un peu une idée, de revenir sur les événements marquants de ce mois, de me rendre compte que j'ai fait des choses, de faire le point aussi sur les émotions que j'ai pu ressentir en tant qu'autrice, en tant qu'individu aussi à part entière en dehors de cette casquette d'autrice, et de me poser les bonnes questions et de vous partager tout ça en espérant que ça vous intéresse ou que ça vous soit utile. Donc sur ce mois d'avril, il a été chaud patate. Il a commencé de manière un peu imprévue. J'espère pouvoir vous en parler rapidement de ça, de cette chose en particulier qui s'est passée début avril, parce qu'elle est quand même incroyable, mais bon, voilà, je dois attendre qu'il y ait plus d'informations sur le sujet, plus de détails, que ce soit plus concret avant d'en parler. Mais j'ai hâte. Voilà. Donc le mois d'avril a très très bien commencé, comme je ne pensais pas qu'il pourrait commencer, ou qu'aucun mois de ma vie ne pourrait commencer. Mais bon, en ce moment, comme je l'ai dit dans un autre épisode, l'univers ouvre des autoroutes et charge à moi de m'y engouffrer, et je vous parlerai de ce début de mois d'avril au cours duquel j'ai failli ne pas aller prendre cette autoroute, parce que comme toujours, syndrome de l'imposteur, hein, on se dit qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas là où on devrait être, et que si quelque chose vous est proposé et mis sur un plateau entre guillemets par l'univers, c'est qu'il doit forcément y avoir une erreur. Ça peut pas être pour nous, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Bref, j'espère un jour me détacher un peu plus de ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas qu'il ait de moins en moins d'effet sur moi. C'est ce que je me souhaite pour l'année à venir. Pas mal de lectures au cours du mois d'avril, j'en ai partagé quelques-unes sur mon compte Instagram, si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. J'ai aussi fait une chronique dans le dernier épisode de podcast sur le roman de Cécile Alix, Animal. Rien que d'en parler encore, ça me met quelques frissons. Vraiment, ce livre m'a marqué. J'ai pu profiter du soleil aussi en prenant quelques jours de congé avec un de mes proches pour aller dans le sud de la France, vers Toulouse. Je suis repassée devant mon école de commerce. J'ai pas pu y rentrer. J'ai été grillée dès l'instant où j'ai franchi les portes. Je voulais y aller en fait pour essayer de me remémorer des choses, parce que j'ai des problèmes avec ma mémoire sur le long terme. Mon esprit a tendance à... Parce qu'il y a eu pas mal de traumas dans ma vie, c'est beaucoup plus simple visiblement pour mon esprit, non seulement d'occulter les traumas, mais d'occulter tout ce qui s'est passé autour. Donc je me retrouve avec des trous noirs monumentales sur une grosse partie de ma vie, dont cette partie en école de commerce, et j'espérais, en y rentrant, que, peut-être comme dans les films ou dans les séries, naïvement, que ma mémoire, en voyant certaines choses, se débloquerait, s'ouvrirait, parce que j'ai besoin de cette mémoire, en fait, sur cette période-là de ma vie, pour commettre, notamment.
et pour d'autres choses aussi, d'autres histoires que j'ai en tête que j'aimerais bien écrire un jour. Et c'est chiant de pas, pardon pour l'expression, mais c'est frustrant. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. C'est frustrant de pas pouvoir avoir accès à certains éléments de sa vie pour pouvoir s'en inspirer de manière aussi juste que possible pour transcrire certaines émotions d'un personnage ou pour certaines descriptions ou pour certains messages qu'on veut transmettre. Et pour l'ESC de Toulouse, bah ça j'en ai un peu besoin pour Comet. Je vous dirai pourquoi un jour. Et pour Sonate, mon deuxième roman qui est dans la même galaxie, si on peut dire que Comet, pardon, c'est un tome compagnon. Bah là j'ai besoin de mes années prépa. Et là aussi c'est pareil, c'est compliqué, je n'arrive pas à me souvenir de beaucoup de choses parce que pareil, c'est passé des trucs pas très sympathiques pendant ces années-là et c'est frustrant. Je désespère de ne pas avoir accès à ma mémoire. J'en ai parlé à une hypnothérapeute que j'avais alors que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer en vrai, mais avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger quand j'avais participé à un atelier d'écriture lors d'une retraite de yoga et de détox en janvier dernier. Donc j'avais gardé ses coordonnées et elle a eu la gentillesse d'échanger avec moi et de me partager quelques tuyaux pareil sur cette histoire de mémoire et cette histoire d'auto-hypnose, parce que j'étais partie bille en tête de me faire de l'auto-hypnose pour avoir accès à ma mémoire, parce que voilà, Mauna elle est un peu bête parfois, un peu naïve. Sans souci, j'étais partie pour ouvrir le coffre-fort dans lequel mon cerveau range tout ce qui est traumatique en toute détente, sans accompagnement thérapeutique à côté, juste moi, ma voix et un carnet en me disant que au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Sauf qu'en fait, ne faites jamais ça. N'allez pas fouiller dans votre mémoire, dans vos traumas sans être accompagné parce que c'est pas une bonne idée. Et c'est ce que cette hypnothérapeute m'a gentiment rappelé. Donc elle m'a donné plutôt d'autres outils pour essayer d'y avoir accès. Si un jour, si ça vous intéresse, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Avec plaisir pour vous renseigner dessus. Et en parlant d'hypnothérapie, je suis en train de lire un livre que j'ai pu avoir en tant que partenaire, ancienne partenaire des éditions Le Duc. J'étais partenaire en 2023. Et j'ai pu accéder à ce bouquin qui est vraiment cool sur les émotions, puisque comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast ou si vous avez lu un de mes livres un jour, vous savez que j'attache une attention particulière concernant les émotions. Et ce livre qui s'intitule Faire la paix avec ses émotions donne des outils à travers l'auto-hypnose justement pour aller travailler ses émotions, pour les identifier, les comprendre, arriver à pas les anesthésier parce que c'est pas ça du tout qu'il faut faire, mais à les laisser vivre, à les accueillir, à les réguler et à en faire une force. Et ce livre est vachement intéressant, j'ai pas fini, je suis en plein dedans, mais je me dis que ça va bien m'être utile tant pour réguler mes émotions quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie d'imprévu, comme lors de mes séances d'écriture, pour me mettre dans un état de flow plus facile pour arriver à écrire, parce que il y a des jours où c'est compliqué quoi, tout simplement d'écrire. Et donc j'ai hâte de pouvoir utiliser ce bouquin pour pouvoir tester ça, voir un peu ce que ça peut donner en termes de logistique. Je vous mettrai les références dans l'épisode, en espérant ne pas oublier de ce livre, et peut-être que je ferai une chronique ou que je vous partagerai un avis un peu plus détaillé une fois que je l'aurai terminé. Tout ça pour vous dire que le début du mois d'avril, donc c'est plutôt bien passé, avec pas mal de rebondissements comme je disais, ces petits jours dans le sud de la France, et notamment aussi le festival du livre Paris où je suis allée. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que j'étais pas allée au salon du livre de Montreuil en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, fin novembre, début décembre je crois, parce que pour diverses raisons que j'avais évoquées dans cet épisode, peur de ne pas être représentée, peur d'être dans la foule aussi, je suis pas très fada des endroits fermés avec beaucoup de gens, beaucoup de bruit, etc. Peur de pas me sentir à ma place, parce qu'à l'époque Comet oscillait toujours entre soit young adulte soit adulte en termes de genre, et j'avais peur de pas être à ma place si Comet c'était pas du young adulte finalement. Mais bon, le fait est que j'ai trouvé une solution que je vous partagerai le moment venu. Et je suis allée à ce festival et franchement c'était cool au final. J'ai pu échanger avec des autrices avec qui je discutais déjà sur les réseaux que j'avais pu voir en vrai. C'est cool de les voir de l'autre côté de la table et de voir un peu comment est-ce qu'elles interagissent avec leur public. C'était aussi intéressant de voir comment est-ce que le salon lui-même est construit, la disposition des différents stands, la visibilité de certaines maisons d'édition par rapport à d'autres, leur stratégie de communication aussi. En tant que marketeuse dans ma vie entre guillemets officielle, c'était intéressant d'être témoin de ça aussi. Après, j'y suis allée qu'un seul jour sur les 3, le vendredi,
parce que j'avais peur en fait que le week-end il y ait trop de monde, et on m'a dit qu'effectivement le vendredi il y en a moins, donc j'ai bien fait. Et effectivement, en termes de représentativité, après bon, bien évidemment, tous les auteurs de chacune de ces maisons d'édition n'étaient pas là, on s'entend. Il y avait des séances de dédicaces prévues pour certains auteurs, pour certaines maisons d'édition. Je suis passée sur la plupart des stands, j'ai regardé les panneaux qui indiquaient les horaires et les noms des auteurs et autrices, pardon, qui seraient présents tel ou tel jour à tel ou tel moment. Et il y avait des personnes noires ou non blanches, il y en avait quelques-unes, et c'est vrai que c'est pas non plus, ça représentait pas plus de 10% de ce qu'il y avait. Mais encore une fois, c'est pas parce que elle n'était pas présente sur ces panneaux d'affichage, que ça veut dire que ces auteurs n'existent pas au sein de ces maisons d'édition. Mais ça montre, par contre, que, dans la mesure, je crois, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'avait expliqué, les emplacements sont payés par les maisons d'édition, et que certains auteurs sont mis en avant en regard du volume de vente qu'ils ont pu faire, ou d'une certaine stratégie de communication, ou parce que ça reste une entreprise, maison d'édition, on va pas se mentir, hein, ça veut peut-être dire aussi que certains sujets, certains auteurs font plus de ventes que d'autres. C'est pas tant forcément lié à une question de couleur de peau, plutôt que de nature du contenu qui est partagé, qui peut-être trouver moins de lecteurs que d'autres. On va pas se mentir, c'est peut-être ça aussi. Ou on en revient à la question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs noirs et non blancs d'auteurs et d'autrices qui écrivent des livres, et ça j'ai pas de réponse sur ce sujet, puisque les études ethniques sont interdites en France. On peut pas savoir combien il y a de personnes racisées dans notre pays. Mais bref, encore une fois, tout ça, ce ne sont que des suppositions, des biais, qui sont aussi la résultante de mes biais à moi, de ce que je vois au quotidien, de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que les médias que je choisis me retranscrivent comme information. Donc ça se trouve, tout ça est totalement erroné. Ça se trouve, il y a 3 fois plus d'auteurs noirs et non blanches en France que je le pense, beaucoup plus que de personnes blanches, qui sait. Mais simplement, elles ne sont pas visibles. Qui sait. Mais en tout cas, j'étais bien contente de faire ce salon, de m'en faire une idée, et j'ai pu aussi rencontrer des éditrices, échanger avec elles, discuter avec elles, et ça aussi c'était vraiment cool. Pareil, tout ça, je vous le détaillerai le moment venu, parce que ça, tout ça, ça fait partie des choses que j'essaye de mettre en place un peu à droite et à gauche par rapport à ma vie d'autrice, de prendre des contacts. Et je préfère rentrer dans les détails de tout ça, si ça donne quelque chose, tout simplement. Je suis un peu superstitieuse. J'ai tendance à pas parler des choses tant qu'elles ne sont pas concrètes, gravées dans le marbre, et tant que j'ai pas la certitude qu'elles ne peuvent pas disparaître. C'est surtout ça, en fait, qui me tient éveillée parfois la nuit. Et je pense que c'est ça aussi qui génère ce syndrome de l'imposteur. C'est la peur que quelque chose qui me soit proposé me soit retiré. Donc j'ai tendance à n'en parler que lorsque je suis certaine que ça risque pas d'arriver. Donc un jour, voilà, suivant où vont tous ces projets, suivant où vont tous ces contacts pris dans ces différents endroits, je vous partagerai tout ça avec plaisir. J'ai pu aussi réaliser un mini, enfin je devrais peut-être pas le réduire autant, mais rêve de lectrice. J'ai pu rencontrer Michiko Aoyama, qui est l'autrice de déjà 5 livres, si je dis pas de bêtises, dont celui que j'ai préféré, Un jeudi saveur chocolat, qui était venu pour à l'occasion du Festival du Livre Paris, mais également pour une session un peu plus en plus petit comité, avec des partenaires de la maison d'édition Nami, qui appartient au groupe à la maison d'édition Le Duc. Donc, comme je le disais au début du podcast, je suis aussi partenaire, et j'ai pu donc rencontrer l'autrice. Il y a des questions qui lui ont été posées, on a pu avoir pas mal d'informations à ce sujet, et je crois que je m'étais même promis je vous avais promis de faire un retour dessus sur ce qu'elle nous avait dit. Je vais peut-être faire ça maintenant, tiens. C'est peut-être pas plus mal, parce que je l'ai pas fait, maintenant que j'y pense. J'ai pris des notes, mais j'avais pas pris le temps de partager tout ça, alors que j'avais trouvé ça vraiment intéressant, notamment c'est tout ce qui était lié à sa carrière d'autrice. Voilà, je reprends mes notes. Donc je vais vous partager ça, je sais qu'il y avait des gens que ça avait intéressé à l'époque, et j'espère que cela vous sera utile. On lui a demandé quand est-ce qu'elle avait connu le succès, si elle avait connu le succès dès ses premiers livres ouvrages, parce qu'elle avait vendu
la bibliothèque, enfin écrit et donc édité le livre La bibliothèque des rêves secrets, si je dis pas de bêtises, qui s'était déjà vendu à 300 000 exemplaires à l'époque. Et elle expliquait que non, c'est pas à ce moment-là qu'elle a vraiment rencontré un succès. C'est plutôt par la suite, lorsque d'autres ouvrages sont sortis. Et c'est pas arrivé donc avec le premier. C'est arrivé avec justement Un jeudi saveur chocolat. Et au Japon d'abord. Donc celui que j'ai le plus aimé parmi les 5 ouvrages qu'elle a écrits. Elle a expliqué aussi que elle écrivait beaucoup, vraiment beaucoup, et qu'elle aimerait qu'il y ait plus de temps dans une journée pour pouvoir partager toutes les histoires qu'elle a en tête. Elle a pas la problématique que certains auteurs peuvent avoir de pas savoir quoi raconter. Elle, c'est tout l'inverse. Et elle a beaucoup de chance. Elle utilise l'image de la pluie dans son processus. Elle expliquait que les idées lui tombent dessus, comme des gouttes de pluie. Et raison pour laquelle elle aimerait justement pouvoir écrire plus et plus souvent, parce que effectivement, si les idées lui tombent comme des gouttes de pluie, j'imagine pas la quantité de livres, d'histoires et d'intrigues qui doivent tourner dans son esprit. Ça veut dire qu'on est parti pour avoir beaucoup d'ouvrages de cette autrice, et moi ça me va. Comme j'aime beaucoup ces livres, je me vois bien en lire pendant très très longtemps. Ils sont vraiment très apaisants, ils ont ce côté un peu méditatif, contemplatif. C'est pas du feel good, c'est plutôt comme des leçons de vie. Ça me fait beaucoup penser à la culture japonaise, en fait, tout simplement. Tous ces livres qu'on peut lire comme les haïkus, ce sont des petites histoires, des tranches de vie de différents personnages, mais qui ont tous un lien entre eux et qui transmettent toujours un message autour de la paix, du bonheur, de comment cultiver tout ça, d'accepter de faire des erreurs, d'accepter d'être dans la difficulté, d'apprendre, bref. Je vous invite à aller lire un jour si vous avez l'occasion, et vous pouvez commencer par n'importe lequel, le premier par exemple, La bibliothèque des rêves secrets, ou par Un jeudi saveur chocolat. Donc elle écrit entre 2 à 3 livres par an. Elle utilise des choses qui ressurgissent de son esprit de manière nette, et c'est ça qu'elle va utiliser pour écrire. Et on lui a demandé aussi si elle avait l'occasion, si elle avait un personnage préféré. Elle nous a dit que non, qu'elle les adorait tous, mais que si elle avait l'occasion de s'incarner dans la réalité, enfin d'incarner un personnage dans la réalité, ce serait le patron. C'est un personnage qu'on retrouve dans Un jeudi saveur chocolat et Un lundi saveur matcha, et qu'on va, d'après ce qu'elle nous a dit, retrouver aussi dans d'autres livres. Elle nous a mis un peu de suspense. Et c'est vrai que ce personnage est très important, énigmatique, mais aussi un peu drôle à sa manière, et j'ai hâte de pouvoir le redécouvrir dans d'autres livres. Elle nous a dit que dans son rituel d'écriture, elle buvait toujours du thé à la menthe. Qu'on ne sait pas si c'est son d'écriture sans ça. C'était intéressant. C'est pas du tout ce que je fais, mais je me suis dit peut-être que en ayant un matcha à côté de moi, j'aurais peut-être plus d'inspiration à tester. Et elle nous a aussi dit quelque chose qui m'a donné l'idée de potentiellement essayer de faire la même chose. Elle porte le t-shirt d'un musicien de rock qu'elle adore, et qu'elle ne lave jamais, car elle considère qu'il y a de l'énergie dedans, et que sa présence, la présence de ce chanteur lorsqu'elle porte ce t-shirt, s'incarne en elle, et que ça lui donne justement de l'énergie pour écrire. Et pareil, elle avait aussi acheté une serviette, apparemment avec ce t-shirt, et qu'elle entoure la serviette autour de son cou, et que ça aussi, ça l'aide beaucoup pour écrire. Donc je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je trouve un t-shirt d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Chimamanda Ngozi Adichie, que je trouve un t-shirt que je fasse signer par Chimamanda et que je le porte quand je veux écrire, ou que je fasse signer par d'autres auteurs ou autrices qui m'inspirent beaucoup, pour avoir cette énergie, pour pouvoir tout simplement écrire et aller au bout de mes histoires. Elle nous a aussi dit qu'elle considérait qu'il y avait 2 types d'écrivains, ceux qui vont se déshabiller pour s'ouvrir et ceux qui vont s'habiller pour se mettre dans la peau des personnages. Et elle a plutôt l'impression de faire partie de la seconde catégorie, donc de faire un peu une sorte de cosplay, pour reprendre ces termes. Et enfin, elle nous a dit qu'elle avait écrit aussi un roman au Japon, qui vient d'en terminer un, qui a été illustré avec un artiste, et que ce qui est marrant, c'est que ce livre s'est construit de sorte que leurs 2 univers se répondent et communiquent et s'échangent. Et on a tous suggéré à Nami que ce serait bien de faire traduire ce livre un jour en France pour qu'on ait l'occasion de le voir, parce qu'elle nous a juste montré de loin les premières pages, et il avait l'air magnifique. Voilà. Et je terminerai ce petit partage concernant cette rencontre sur le fait qu'elle a commencé à écrire à 14 ans, et que ce n'est qu'à 47 ans donc qu'elle a commencé à être célèbre avec Un jeudi saveur chocolat. Comme quoi, il n'y a vraiment pas d'idée d'être en retard par rapport à un rêve, par rapport à un projet. Il faut prendre le temps pour faire les choses.
Ça, c'était aussi un événement vraiment cool de ce début de mois d'avril qui m'a fait plaisir et qui m'a encore conforté dans l'idée que, mine de rien, je vais peut-être auto-éditer que 2 recueils de poésie. Pour l'instant, j'ai pas encore de roman édité. Je continue à essayer de créer cette vie d'autrice en faisant le choix de passer par une maison d'édition maintenant depuis 1 an. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an que j'ai décidé de tenter ma chance en maison d'édition en écrivant un roman. Non, ça fait 2 ans. C'était en mai 2023 que je me suis inscrite à la formation L'Icart pour me professionnaliser et trouver des outils pour aller au bout d'un roman. Donc ça fait 2 ans que j'ai décidé de tenter ma chance du côté des maisons d'édition. Ça paraît long et court à la fois. En fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Au regard d'une vie, c'est vachement court, mais au regard de projets et de rêves, c'est long. En tout cas, moi, ça me paraît long. Mais tout ça pour dire que depuis que j'ai ouvert un compte Instagram, d'abord pour partager des textes, tes poésies en auto-édition, etc. Ça m'a quand même apporté énormément de choses en termes de rencontres, en termes d'opportunités, en termes de dépassement de soi, de connaissance de cet univers-là. Et ce type de rencontre avec Michiko Aoyama, j'aurais pas pu la faire si j'avais pas ouvert un compte Instagram pour partager les lectures que je fais de temps en temps, si les éditions Le Duc m'avaient pas donné l'opportunité d'être leur partenaire en 2023. Et je remercie ce compte Instagram pour tout ça, pour toutes ces rencontres qui me permet de faire, de créer des liens avec d'autres autrices, de partager des choses, d'assister à des événements, que ce soit lié à ma vie d'autrice ou à ma vie en tant que femme noire, parce que je vais aussi à beaucoup d'événements depuis que ce compte est ouvert et depuis en particulier le début de cette année. Je ressens le besoin de faire corps avec ma communauté. J'en ai parlé dans un post sur Instagram lorsque je suis allée à un atelier d'écriture organisé par Overbooké et Christelle Murla, qui m'a confortée dans ce besoin de faire corps avec ma communauté, de voir plus de personnes noires, de voir plus de corps noirs, de sentir plus d'énergie partagée dans des cadres similaires et de voir en fait dans quelle mesure j'arrive à m'intégrer dans cette communauté, parce que pendant très longtemps j'ai pas eu de représentation de personnes femmes et hommes noirs dans mon entourage, mis à part ma famille, 1 ou 2 amis par là, 3 ou 4 avec les années. Mais ce sentiment d'inclusivité et de communion, c'est que depuis que j'ai un compte Instagram aussi que je le ressens beaucoup plus, notamment encore une fois cette année, parce que je prends le temps d'aller à des événements organisés par des personnes non blanches, de discuter, d'échanger, d'essayer de trouver des solutions pour lutter contre le racisme, contre toutes ces choses qui viennent miner notre santé mentale, comme en parle Douce Didombo dans son livre La charge raciale, que j'ai aussi chroniqué, dont j'ai posté un post cette semaine sur Instagram, que je vous invite fortement à lire si c'est pas déjà fait. Et tout ça m'a conforté dans l'idée que j'ai besoin de voir plus de gens, de sortir de cet environnement édulcoré de personnes noires dans lequel j'ai évolué, et de m'ouvrir à autre chose. De trouver des modèles, de trouver des sources d'inspiration en dehors aussi des modèles américains que j'ai pu avoir grâce aux médias, à la télé, etc., etc. Puisqu'en France, il y en a aussi beaucoup des modèles, et des modèles de ma génération, des modèles d'hommes et de femmes qui se battent, qui arrivent à aller au bout de leurs rêves, quels qu'ils soient liés ou pas à la lutte anti-racisme, parce qu'on n'est pas que ça. Il n'y a pas que des corps noirs constamment en lutte. On a aussi des rêves et des ambitions et des projets à mener qui sont totalement et avec qui sont décorrélés de cette lutte et qui ont le droit d'exister en dehors de cette lutte. Et voir toutes ces personnes noires, ça vient bouger des énergies en moi, et ça vient me donner envie de faire plein de choses, et ça vient peut-être aussi guérir l'absence, la souffrance. Je suis pas là non plus à faire des câlins à toutes les personnes noires que je rencontre, pas du tout, parce que encore une fois je suis quelqu'un d'introverti et le contact physique c'est pas trop ça. Enfin, il faut beaucoup d'autorisation et de confiance avant d'en arriver là. Tout ça pour dire que le mois d'avril a été aussi riche en ces événements là, à travers donc cet atelier d'écriture avec Overbooké et Christelle, à travers aussi cet événement qu'il y a eu chez B-Side Media il y a quelques jours autour de l'amour et du R&B pour libérer justement l'amour dans nos communautés,
Missel Media qui sort d'ailleurs son second numéro du magazine Phase B, qui est sur l'amour, et que je vais clairement acheter, parce que ça fait partie des sujets que je traite dans Sonate, que je vais traiter dans Plume, le 2e tome compagnon de Comet, et que je vais traiter aussi dans ce recueil recueil essai en fond de pensée que j'ai depuis 2 ans, sur lequel je travaille de temps en temps. Parce que je suis curieuse de comprendre, d'analyser, d'essayer de matérialiser comment s'exprime l'amour dans nos communautés, parce que c'est un vrai sujet. Comme tout est politique quasiment lorsque on est une personne racisée, l'amour aussi est politique, et ça soulève pas mal de choses par rapport à mon passé, par rapport à mon futur, et par rapport à ces histoires dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de raconter dans des livres. Bref, donc tout ça pour dire que ce mois d'avril, j'ai pu faire tout ça aussi, rencontrer de nouvelles têtes, me sentir à ma place à différents endroits, et découvrir tout ça. Et pareil, j'ai pu aller au concert de Burna Boy, qui pareil, c'est un événement historique. Le premier chanteur africain à remplir le Stade de France, qu'on se le dise, c'est un événement historique. Et j'étais contente d'être là-bas pour pouvoir profiter de ça. Et pour pouvoir voir toutes ces personnes aussi pareil, danser, avoir une énergie autour de cet artiste qui était juste incroyable sur scène, et qui avait littéralement l'impression, enfin en tout cas donnait littéralement l'impression de s'amuser comme jamais. Et j'espère que quand j'écris, parfois, j'ai aussi cette impression de m'amuser comme jamais, parce que en tant qu'artiste, arriver à être dans un état de flow par rapport à son art, et de pas être que dans la transmission d'un message, ou de l'expression d'un trauma, ou l'expulsion même plutôt d'un trauma, je trouve que c'est important. Et là, en tout cas sur cet instant-là, même si beaucoup de ces chansons ont des messages forts et justement parlent de certaines blessures, bah il était là, ravi d'être là, avec un sourire aux lèvres toujours de A à Z, avec une énergie débordante, et ça faisait plaisir à voir. En dehors de tous ces moments de joie partagés, découverts, etc., si on vient un peu faire un point sur mes romans en cours, c'était un peu moins folichon. Sur Comet, j'attends de vous en dire plus, de pouvoir vous en dire plus. Je sais plus si je l'ai dit dans un épisode déjà de podcast précédemment. J'avais envoyé ce Comet, à des agences littéraires pour m'aider à me faire placer en maison d'édition. Et j'avais échangé avec l'une d'entre elles, et j'ai signé avec elle début d'avril, après plusieurs échanges, plusieurs questions que j'ai posées, parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis une paniquée de la vie et j'ai besoin qu'on me rassure, donc je pose un tas de questions sur ce que je ne connais pas, ce que je ne maîtrise pas, et parce que j'ai à cœur, quand je travaille avec des gens, qu'on soit dans une relation équitable, et qu'on soit aussi transparent que possible dans cette relation. Et pour moi c'était important aussi de pouvoir faire ça avec cette agente, donc j'ai signé avec elle. Donc on a envoyé Comet. On a envoyé Comet à une liste des différentes maisons d'édition, et puis on attend de voir ce que ça donne. Donc bien évidemment, vous serez les premiers avertis demain s'il se passe quelque chose. Mais c'est cool, après cette éditrice qui avait lu mon dossier de soumission et les premières pages de Comet, qui m'avait dit que j'avais du talent, c'est cool d'avoir aussi quelqu'un d'autre dans le monde de l'édition qui estime que j'en ai, puisque si elle a signé avec moi et accepté de me représenter sur ce roman, c'est qu'elle considère qu'il a sa place et qu'il mérite d'être publié. J'ai dû passer de 120 000 mots à 90 000 mots, je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode, donc retravaille Comet, sous ses recommandations, avec ses conseils et ses propositions, que j'étais bien sûr libre d'accepter ou pas, mais c'est cool. Donc Comet suit son petit bout de chemin, dès qu'il y aura du nouveau, je vous en dirai plus. Concernant Sonate, c'est à cause de Sonate que j'ai traîné des pieds à faire cet épisode de podcast. Parce que Sonate m'a pris la tête. Sonate me prend la tête depuis février. À chaque fois que je pense le tenir par le bon bout, que j'ai cette énergie, cette créativité qui vient en me disant mais ça serait trop bien de mettre ça, mais oui c'est ça, c'est comme ça que je veux parler de mon message, c'est comme ça que je veux le transmettre, c'est comme ça que je veux écrire cette histoire, je commence, et puis après il y a rien qui se passe.
j'espérais qu'en écrivant un deuxième roman, en ayant suivi déjà 2 formations, en ayant, deux formations, quand je dis suivi de formations, c'est de bout en bout, des formations pour lesquelles j'ai payé. Je compte pas toutes les choses que je lis, que j'écoute sur les réseaux, sur internet, etc., pour qu'ils m'enrichissent aussi. Je parle littéralement vraiment de 2 formations de bout en bout que j'ai payées. J'espérais que ce serait plus simple. J'espérais que mon travail préparatoire irait plus vite, que j'aurais pas autant de mal à trouver la manière, l'angle sous lequel j'ai envie d'attaquer cette histoire. Mais force est de constater que pas du tout. C'est toujours aussi compliqué, aussi tendu. Je savais qu'avec Comet, ça avait pris du temps. Ce travail préparatoire, ça m'avait pris quasiment 1 an, sachant que j'avais fait quelques pauses, mais j'avais commencé au moins 4 histoires différentes, sans réussir à trouver celle que j'avais envie de vraiment raconter. J'avais tourné en rond, j'avais dû reprendre les choses, changer les formats d'écriture, de style, etc. Et ça m'avait pris quasiment 1 an avant de me dire, ok, là c'est comme ça que je veux raconter cette histoire, et c'est comme ça qu'on va le faire. Et ça c'était en mi-mars de l'année dernière, quand j'avais vu passer un concours, celui de Didier Jeunesse, et que je m'étais dit, vas-y, t'as 3 mois pour écrire un roman et l'envoyer avant ce concours. Donc j'espérais qu'avec Sonate, riche d'une année entière à écrire un roman, de ses formations, de ses recherches, de tout ce que j'ai appris, je pensais que ce serait plus simple, mais pas du tout. Après, la bonne nouvelle, c'est que à l'inverse de Comet, il va pas falloir 1 an pour écrire cette histoire, parce que là, ça fait depuis 1 semaine que je pense tenir le bon bout. Je dis bien je pense, parce que, encore une fois, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, j'ai compris que je dois passer par toutes ces histoires que je débute, sur lesquelles après je coince, jusqu'à trouver celle que j'ai envie de raconter. Et pourquoi est-ce que je galère autant ? J'ai essayé quand même de trouver un début de réponse, parce que l'idée c'est pas non plus d'être dans la souffrance à chaque fois que je débute un roman, et d'avoir toujours le sentiment d'être à 2 doigts d'abandonner l'histoire et de me dire non, je vais pas écrire cette histoire, c'est mort, je laisse tomber. Quelqu'un d'autre l'écrira à ma place. L'idée donc c'est d'essayer de pas être toujours dans ce schéma répétitif, ou en tout cas d'en tirer des pistes pour m'en sortir plus vite, ou pour le vivre avec moins de souffrance. Je me suis rendu compte que l'un de mes défauts, qui parfois peut s'avérer être une qualité, mais qui là clairement dans ce cas de processus d'écriture et de travail préparatoire est un gros défaut, c'est de vouloir toujours faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient de l'éducation, de ma vie d'écolière, de lycéenne, de collégienne, etc., etc., etc. Mais j'ai toujours pensé que rendre quelque chose un devoir simple, ça voulait dire que mon devoir avait moins de valeur qu'un devoir compliqué. Je sais pas pourquoi, chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, produire quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose de compliqué. J'ai toujours eu cette image dans la tête je sais pas si vous voyez le bleu de Klein. Je m'étais dit, quand je l'avais vu au collège ou au lycée, quand on est parti à une expo, je m'étais dit, mais comment est-ce que juste cette couleur peut susciter tant d'engouement dans le monde de l'art ? Pourquoi ? C'est juste un bleu. C'est simple. Pourquoi ? Alors qu'il y a des tableaux bien plus complexes qui sont pas reconnus pour leur qualité et leur valeur. Et ça représente totalement ce que ce que je me forçais à faire avec Sonate, que j'ai aussi fait pendant longtemps avec Comet, et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps, que j'ai reproduit avec Sonate et que j'ai mis un certain temps à identifier. C'est ce besoin de complexifier les choses. Pour moi, une histoire, pour qu'elle soit intéressante pour un lecteur, il faut qu'elle soit complexe. Et quand je dis complexe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rebondissements, des intrigues secondaires incroyables, des découvertes incroyables, des fonds de famille incroyables, comme si on mélangeait dans une barrique Inception, la dernière série de Shonda Rhimes qui s'appelle La Résidence, et que je vous invite à voir, et un drama coréen. C'est comme si j'avais besoin de mettre tout ça, plus un peu de telenovelas à la mode Jane the Virgin, qu'on mettait tout ça dans une barrique et que j'essayais d'en faire un livre. C'est juste pas possible. Et là, avec Sonate, je me suis rendu compte que c'est ce que j'essayais de faire, d'aller chercher des trucs beaucoup trop complexes, avoir 3 personnages qui parlent en même temps, qu'on va suivre, avoir des traumas pour chacun de ces 3 personnages, toujours les plus intenses les uns que les autres. Ok, tout le monde n'a pas des traumas dans sa vie. Ok, beaucoup de gens en ont, mais on n'est pas obligé, je pense, d'écrire des histoires qu'avec des gens qui ont des traumas à fendre l'âme.
Parce que c'est dur aussi de d'écrire des personnages comme ça qui sont toujours dans la souffrance, dans la douleur, alors que dans Sonate, on parle d'amour, on parle de découverte de soi, de déconstruction identitaire. Oui, il y a quand même un peu de trauma parce que c'est ce que je sais écrire aussi, parce que c'est ce que j'ai vécu. Je l'ai assez répété dans cet épisode. Mais on parle d'amour, on parle de se découvrir et on suit un personnage qui certes il a des traumas, mais qui est joyeux. Qui est la joie de vivre incarnée et qui a une appétence à la survie qui est assez forte. Et je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire une histoire beaucoup trop triste pour ce personnage, même s'il va à nouveau vivre des choses dures. Bah, l'ambiance du roman en elle-même n'est pas obligée de passer tout de suite en mode dark au fond d'une grotte sans lumière et de vous faire vivre des choses pas très agréables dans votre petit cœur pendant 400 pages. Non, je suis pas obligée de faire ça. Je peux écrire une histoire simple, avec qui parle de sujets forts, avec des thématiques engagées, avec une pointe de trauma, sans qu'on ait envie de se tirer une balle dès les premières pages. C'est pas l'effet recherché, mais alors pas du tout. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver à simplifier vraiment cette histoire. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à faire ça? Bah déjà, ouais, effectivement, identifier l'idée essentielle que je veux transmettre. Et je pense que ce que je dis là sur cette idée de comment simplifier un projet, je pense qu'elle peut être adaptée à n'importe quel projet professionnel et personnel de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être auteur ou autrice, mais demandez-vous, quand vous faites des choses très très compliquées alors qu'elles pourraient être simples, pourquoi vous faites ça et comment est-ce que vous pourriez simplifier ça? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Qu'est-ce que ça vous coûterait de faire quelque chose de simple en réalité? Et là donc pour Sonate, pour arriver à simplifier mon histoire, parce que j'ai envie de me prouver que les histoires simples sont aussi des histoires belles, j'ai d'abord, je suis revenue à l'idée principale du message, idée de départ, ce que j'ai envie de vous transmettre, ce que j'ai envie que mes lecteurs retiennent, si ils devaient lire un livre un jour, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent à la fin comme message. Donc je suis partie de ça déjà dans un premier temps. Ensuite, au lieu d'être sur donc 3 points de vue narratifs, j'ai accepté l'idée d'avoir un chouchou parmi les 3 personnages et que j'avais envie de raconter cette histoire à travers lui. Donc j'ai fait sauter les autres personnages dans un point de vue narratif. On ne suit que ce personnage à la première personne. Et en réalité, je reviens à la première idée que j'avais eue pour Sonate au tout début, il y a... C'était quand ? C'était il y a 4 mois, quand j'ai décidé qu'il y aurait des tomes compagnons à Comet. Et je m'étais dit que ce tome-là, Sonate, serait écrit à la première personne. Et... comme j'ai lu plein de trucs entre-temps, je me suis dit, ah non, première personne, c'est trop simple. Il vaut mieux qu'il y ait plein de voix, de sens, etc., qu'on suive plein de gens, etc., comme si on était dans une saga, dans une épopée en SF, alors que pas du tout. On est sur un roman contemporain, qui se passe dans une classe prépa. Il n'y a pas besoin de faire aussi complexe. Donc déjà, j'ai aussi fait sauter ces points de vue narratifs. Et justement, par rapport à la narration, le roman est censé être en vers libre. Et quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, c'est déjà atypique aussi en soi. Il y a pas, même s'il y a de plus en plus des romans en vers libre, ça court pas non plus les rues. Et ça rend aussi déjà en soi l'histoire originale. Il n'y a pas besoin forcément de la rendre un peu plus complexe. Dans mon idée, j'étais partie pour rajouter de l'épistolaire à droite, de la narration à gauche, des dialogues, des messages sur le téléphone, enfin bref, plein de choses qui complexifiait l'histoire et qui m'éloignait, encore une fois, du message principal que j'ai envie de transmettre avec Sonate. Donc depuis que je me suis rendu compte de ça, et que j'ai fait sauter tous ces éléments-là, les choses sont plus simples. Il m'a aussi fallu passer par quelque chose que je n'avais pas fait pour Comet, que j'ai fait à la 2e ou 3e réécriture par la suite, et je m'en suis mordu les doigts quand il a fallu que je supprime les 30 000 mots des 120 000 premiers mots que j'avais initialement sous les conseils donc de mon agente. J'avais pas fait de plan pour Comet, et là j'en ai fait un. J'ai commencé un plan en indiquant juste toutes les scènes que je voulais voir dans cette histoire, et j'ai par la suite fait un synopsis détaillé. Un synopsis qui fait 6 000 mots, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, qui est beaucoup trop gros
pour être envoyé en maison d'édition, parce que les synopsis qu'on envoie en maison d'édition, ils dépassent pas les 1000 mots. Mais j'ai fait ça parce que j'avais besoin de savoir où j'allais avec cette histoire. Je connaissais le début, je connaissais la fin, je savais le message que j'avais envie de transmettre dans ce livre, mais me manquait l'entre-deux. Et j'avais besoin de d'écrire littéralement un tel fait ci, un tel fait ça, puis l'autre fait ci parce que ci, puis parce qu'il fait ça, puis il arrive ensuite, etc., etc. Bref, de dérouler le fil jusqu'à la fin, pour pouvoir visualiser ce que j'allais retranscrire. Parce que dans l'écriture en vers libre, je me suis rendu compte de ça avec Comet, j'ai besoin de savoir quel est le message que je veux transmettre dans mon chapitre pour pouvoir écrire directement en vers libre. Et là, avec Sonate, comme j'arrivais pas à savoir où j'allais, chaque fois que j'allais débuter une nouvelle scène, un nouveau chapitre, j'étais bloquée. Parce que je pouvais pas écrire directement en narration en vers libre et que je ne savais pas non plus comment est-ce que mon histoire avançait. Et le fait d'avoir fait cet effort, qui m'a pris bien 2 jours, de détailler ce synopsis, ça a aussi fait sauter ce blocage. Alors il m'arrive encore quand j'écris donc ce premier jet de mélanger les deux formes de narration, donc d'être en vers libre parfois et parfois non, mais je sais que le travail de la réécriture servira à ça, pour faire basculer ce qui doit l'être. Et puis il y a une part de moi qui me dit que dans cette logique de vers libre, je pense que je pourrais quand même prendre certaines libertés par rapport à certaines choses. Mais je me pencherai dessus le moment venu. Tout ça pour dire que j'ai dépassé les 12 000 mots aujourd'hui sur Sonate. Enfin. Donc après 2 mois de travail préparatoire, parce que j'ai commencé à bosser sur Sonate mi-février. C'est ça, ouais. Après avoir envoyé Comet à l'agente en le lestant de 30 000 mots. J'ai commencé à bosser sur Sonate à ce moment-là. Et donc il m'a fallu bien 2 mois pour refaire ce travail préparatoire, recommencer mes intrigues, recommencer à cerner mes personnages et à les définir. Et là, je suis contente depuis le 24 avril à peu près. J'arrive à écrire plus sur Sonate et donc dépasser les 12 000 mots. Et là depuis vraiment que j'ai fait ce synopsis la semaine dernière, ça se débloque beaucoup plus. Après, on n'est pas à l'abri d'un syndrome de la page blanche. On n'est pas à l'abri d'un blocage un jour où je serai pas d'humeur, ou un jour où, je sais pas, j'aurai des impératifs. Donc je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et là, l'objectif pour Sonate pour le mois de mai, c'est de terminer ce premier jet. Je ne sais pas quelle quantité de mots j'obtiendrai, parce que les romans vers libre sont apparemment censés être plus courts que les romans classico-classiques, si on peut dire. Et vu que j'avais dû me délester de 30 000 mots pour Comet, donc j'étais autour des 93 000 mots, je ne sais pas si Sonate est censé atteindre ces 90 000 mots ou faire moins. Je vais tâcher de me renseigner dessus, mais la priorité pour l'instant c'est déjà de finir l'histoire, de finir ce premier jet. Donc l'objectif c'est d'essayer d'écrire entre 2000 et 3000 mots par jour, jusqu'à fin mai, pour ensuite pouvoir attendre 4 semaines, faire une petite pause, me déconnecter du roman, pour avoir un regard neuf, pour refaire une réécriture, et ensuite l'envoyer à mes bêta-lecteurs cet été, s'ils veulent bien le lire. Parce que c'est pas encore gagné ça, même si j'ai prévu de les soudoyer. Donc pour tenir ce timing, il va falloir que je me bouge sérieusement, parce que j'aimerais bien avant fin 2025 pardon, j'ai un an d'avance, avant fin 2025 écrire tous les tomes de la galaxie autour de Comet, pour pouvoir me laisser du temps, parce que je devrais reprendre la route du salariat en 2026, donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de terminer Sonate dans les temps pour pouvoir débuter Plume et avoir terminé 3 manuscrits sur cette année 2025, puisque j'ai terminé Comet début janvier. C'est un petit défi, appelons ça comme ça. Encore une fois, je vais essayer de pas me mettre de trop grosses attentes et de trop grosses pressions et d'être bienveillante envers moi-même, mais c'est pas évident. Vous savez tout sur mes projets d'écriture en cours. J'espère, comme je le disais au début du podcast, pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles incessamment sous peu. L'univers, si tu m'entends, mets-toi en marche, un peu plus. Mais voilà, les choses avancent à leur rythme, au rythme qui est bon, au moment où il le faut. J'essaye en tout cas de voir les choses sous cet angle pour éviter de me sentir à la traîne et éviter toute comparaison fortuite avec ce que font les autres autour de moi. L'idée c'est de faire mieux qu'hier et de préparer demain. On va voir les choses comme ça. Je vais peut-être écrire ce mantra quelque part pour me le mettre en tête chaque fois que je me dis que je suis à la bourre et que je n'avance pas assez vite. Ouais, faire mieux qu'hier et préparer demain. Je me l'intègre. Pour terminer cet épisode qui est très long,
Comme quoi, finalement, j'avais des choses à vous raconter. J'ai aussi fait des ateliers d'écriture ces dernières semaines à la librairie Majo, pardon. Et j'aimerais bien faire un cycle de 3 ateliers qui aura un fil rouge, mais qu'on pourrait faire indépendamment les uns des autres. Et ces ateliers seraient à la fois en physique, donc potentiellement à la librairie Majo, et en ligne. Si ça vous intéresse, il y a un petit lien que je vais mettre dans la description du podcast, sur lequel vous pourrez vous inscrire. C'est une newsletter à part qui sera dédiée aux ateliers d'écriture et qui vous permettra de tout simplement d'être notifié lorsque ces ateliers auront cours et aussi de donner votre avis. Parce que l'idée c'est que j'ai envie de les construire en recueillant les besoins que vous pourriez avoir. Ce sont pas des ateliers destinés aux personnes qui ont forcément envie d'écrire un livre, qui ont des projets d'écriture. Ce sont des ateliers destinés à toute personne qui a envie d'explorer ses émotions à travers l'écriture, qui a envie d'utiliser l'écriture comme un outil pour améliorer sa santé mentale. Voilà. Donc si vous vous sentez concerné par le sujet, faire de l'écriture une force dans votre quotidien, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter pour avoir toutes les infos et ne rien manquer. En termes de tarification, je pense qu'on sera comme d'habitude sur quelque chose entre guillemets adapté à chacune des bourses. Je vous repréciserai tout ça le moment venu. Mais voilà, ça serait cool de pouvoir mettre ça en place. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté à nouveau, merci d'être là et de suivre mes aventures en tant qu'autrice. J'aime à croire qu'on forme une petite communauté bien sympathique et que si vous continuez toujours à m'écouter, c'est que ce que je vous partage vous plaît, vous inspire, vous est utile ou vous divertit. Tant que ça vous fait quelque chose en fait, c'est quand même pas mal. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions. À bientôt et passez un bon mois de mai. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!